Cette semaine, dans Carnet de santé, les troubles du comportement liés à l'alimentation sont en hausse en Afrique. Nous parlerons de ces pathologies que les experts qualifient de crise de santé mentale. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, discute des enjeux de la lutte contre le VIH-SIDA lors de la 79e Assemblée générale des Nations unies. Et un nouveau traitement oral en Afrique du Sud offre de l'espoir dans la lutte contre la tuberculose résistante aux médicaments. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Manger fréquemment, beaucoup trop ou très peu, est néfaste pour la santé. C'est aussi un signe de trouble du comportement alimentaire. Un trouble alimentaire est une pratique alimentaire anormale associée à une grande souffrance psychique qui s'installe durablement. Il existe plusieurs catégories de troubles alimentaires. Les plus courants sont l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 70 millions de personnes souffrent de ces maladies, notamment dans les pays riches. Cependant, ces troubles deviennent également répandus en Afrique, où les systèmes de santé des sociétés à revenus faibles et intermédiaires sont souvent mal préparés pour les identifier ou les traiter. Les experts affirment que les troubles du comportement alimentaire nécessitent plus d'attention sur le continent africain. Récit Gabi Dorsil. Les nutritionnistes affirment que tous les troubles alimentaires sont des conditions de santé mentale qui aident le corps à faire face à l'anxiété ou à la dépression. Les symptômes de nombreux troubles alimentaires incluent l'anorexie, qui est la peur de manger, la boulimie, le désir de manger excessivement en peu de temps, ou l'hyperphagie. Nahashon Wop est un nutritionniste basé à Mombasa, au Kenya. Cela se manifeste sous différentes formes et à différents âges. Par exemple, cela peut se manifester sous la forme d'hyperphagie, c'est-à-dire où un individu consomme de grandes quantités de nourriture comme un mécanisme d'adaptation à son anxiété ou à sa dépression. La deuxième forme est le trouble de l'alimentation restrictive, le plus commun chez les adolescents. Nahashon dit que de tels incidents sont influencés par une utilisation excessive des médias sociaux, en particulier parmi les personnes vivant dans les zones urbaines, par les difficultés économiques et aussi par la pression d'imiter les cultures occidentales. Il y a cette perception d'une personne parfaite et d'un corps parfait sur les réseaux sociaux, car nous vivons à l'ère du numérique. Les médias sociaux sont une influence et les difficultés économiques au Kenya et dans de nombreux pays africains font grimper les niveaux de stress. Une alimentation indiscriminée, sans considération claire de la nutrition, les modes de vie sédentaires, ainsi qu'une consommation excessive de substances nocives dans les aliments sont des facteurs contribuant à de nombreuses maladies dites de mode de vie. Le Real Health Parlor à Mombasa est un restaurant qui sert des aliments traditionnels. Ici, les clients apprécient des plats indigènes, des smoothies et des jus de fruits frais avec du sucre naturel et sans produits de conservation. Martin Karioki fait de la thérapie par les jus. Il dit qu'en 10 ans de pratique, il a appris que les aliments indigènes sont une solution parfaite pour corriger certains troubles alimentaires. Par exemple, ce smoothie contient des arachides, des noix de cajou, des graines de courge, ainsi que toutes les herbes que vous voyez ici. Vous pouvez également mâcher ces graines de courge qui ont une énorme valeur nutritive, comme le zinc, le magnésium, le calcium, et c'est ce dont nous avons besoin dans nos corps. Karioki insiste sur le fait qu'il est temps pour les humains de réduire leur consommation d'aliments transformés et d'utiliser des aliments indigènes et naturels avec peu de sucre et moins de matières grasses. Florence Eto est diététicienne au Ghana. Elle nous en dit plus sur les troubles du comportement alimentaire, leur impact et comment se fait la prise en charge. Les troubles de l'alimentation sont des affections médicales. Il s'agit le plus souvent de maladies mentales très graves qui peuvent être dues à des facteurs génétiques ou environnementaux, voire les deux.
Il en existe plusieurs types, dont les plus courants sont l'anorexie, qui implique une restriction alimentaire suivie d'un comportement compensatoire. Il y a ensuite la boulimie, qui se traduit par des crises de boulimie, c'est-à-dire la consommation d'une grande quantité de nourriture à la fois, également suivie d'un comportement compensatoire. Enfin, il y a le trouble alimentaire restrictif ou l'hyperphagie boulimique, où la personne mange tellement qu'elle ne contrôle pas son appétit et se contente de manger. Les troubles de l'alimentation font partie des troubles psychologiques. Par conséquent, si la personne n'accepte même pas qu'il s'agit d'un trouble, d'un problème qui doit être traité, l'un des principaux défis sera donc d'accepter qu'il s'agit d'une maladie ou d'accepter ensuite de suivre le processus. Culturellement, nous avons certaines normes culturelles qui encouragent certaines habitudes alimentaires anormales. On s'attend à ce que l'on ait un certain poids. On s'attend à ce que vous mangez une certaine quantité en fonction de votre sexe et des personnes avec lesquelles vous mangez. Culturellement, nous sommes donc confrontés à des situations qui obligent les individus à adopter inconsciemment des comportements alimentaires anormaux. Et puis, la pression de la société, en particulier pour les personnes en pleine croissance, les jeunes. Comme il s'agit d'une maladie à la fois médicale et psychologique, elle est traitée dans les deux sens. Il s'agit donc d'une approche collective de la gestion de la maladie. Vous avez donc besoin d'un médecin, d'un psychologue et d'un psychiatre. Enfin, il faut un diététicien pour aider à la gestion de l'alimentation. Les troubles de l'alimentation touchent tout le monde, les enfants, les personnes âgées, les riches, les pauvres. Pour la plupart d'entre eux, ils se manifestent. Ils seront donc en sous-poids ou en surpoids. Mais il y a aussi des personnes qui ont un poids normal et qui souffrent de troubles de l'alimentation. Et c'est risqué parce que cela facilite les complications médicales. Pensez-vous que les troubles alimentaires sont fréquents en Afrique et que peut-on faire pour aider les personnes qui luttent contre ces troubles? Voici quelques réactions du Cameroun. Quand on parle de troubles d'alimentation, premièrement, je vais dire que c'est une maladie qui est psychologique, qui affecte le mental de quelqu'un, ses sentiments et parfois même aussi son physique. Ce sont des sortes d'anomalies, troubles mentaux et autres qui généralement empêchent les gens de manger pour certaines raisons ou bien qui leur causent plutôt des envies excessives de nourriture. Les troubles d'alimentation, pour moi, lorsque j'entends parler, ça l'envoie justement aux personnes qui ont peut-être des difficultés pour pouvoir manger. Les troubles de l'alimentation sont un problème psychologique d'abord à la base, parce qu'il s'agit d'une personne qui se met une idée en tête par rapport à son aspect physique. C'est-à-dire, si tu es de corpulence assez mince, tu vas te dire que tu n'es pas belle, tu n'es pas jolie, parce que ça arrive plus aux femmes. Parce qu'il faut d'abord certifier le fait que c'est plus pour les femmes. Pour aider ces personnes qui souffrent de troubles d'alimentation, déjà, il faudrait d'abord que ces personnes acceptent qu'ils sont malades. Si ces gens acceptent qu'ils sont malades, là, on pourra les aider à revoir leur alimentation. Il faut qu'elles puissent rencontrer des spécialistes de la nutrition, des personnes qui connaissent comment on s'alimente. Les suivis psychologiques sont la meilleure solution. Montrer aux personnes, donner aux personnes d'autres perspectives pour régler leurs problèmes ou bien leur donner des idées pour s'affirmer en tant que personne et avoir plus confiance en eux. La 79e Assemblée générale des Nations unies est actuellement en cours à New York. L'ONU-SIDA organise un événement spécial durant l'Assemblée générale, cherchant davantage de financement pour de nouvelles technologies de prévention du VIH pour les personnes à risque. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, nous en dit plus. La réponse mondiale au sida est l'une des histoires de multilatéralisme les plus réussies. Je suis ici aux Nations Unies d'abord pour montrer la solidarité mondiale dans sa meilleure expression, 25 ans de coopération entre les pays riches et pauvres du monde entier
qui se sont réunis et ont accepté de lutter ensemble. Ils ont mis en place un programme que je dirige, un programme conjoint qui définit la direction, montre les objectifs, fournit les données et plaide pour des politiques visant à mettre fin au sida. Ils ont créé un fonds mondial et le gouvernement américain a mis en place son propre programme appelé PEPFAR. Tout cela a conduit à un monde où les 3/4 des personnes vivant avec le VIH sont sous traitement, mais il reste encore 9,3 millions de personnes qui ne sont pas sous traitement et 1,3 million de nouvelles infections ont eu lieu l'année dernière. Nous devons combler cette lacune. Je suis donc ici d'abord pour dire que le monde peut se rassembler, les Nations Unies peuvent atteindre un grand objectif comme mettre fin à une maladie. Il est vrai que nous sommes proches de la fin, mais nous disons qu'il faut maintenir les acquis, accélérer les progrès et atteindre cet objectif en 2030. Nous avons au moins 6 pays qui ont atteint les objectifs intermédiaires de 2025, à savoir les objectifs de traitement dont nous croyons que c'est réalisable. Ce que je dirais à nos jeunes en Afrique, c'est que l'Afrique est un continent d'opportunités et qu'ils ont la chance d'être nés et de vivre en Afrique. Ils doivent valoriser leur vie et malgré les défis politiques, économiques et sociaux, elle grandit et ils sont ceux qui la font grandir. Il est donc essentiel de protéger leur santé. Avoir des relations sexuelles et en profiter est une bonne chose, mais vous devez le faire avec prudence. Vous devez savoir comment vous protéger, obtenir des informations et ce dont vous avez besoin. Des préservatifs, la PrEP et de temps en temps faire un test pour vérifier que vous êtes en bonne santé et que vous n'avez pas contracté le VIH. Si c'est le cas, mettez-vous sous traitement. Ce n'est pas une condamnation à vie. Il suffit de prendre votre comprimé et vous êtes toujours en bonne santé. Alors protégez votre santé. L'Afrique a besoin de vous. La tuberculose reste un problème majeur de santé publique dans de nombreux pays et l'une des principales causes de décès en Afrique du Sud. Au cours des 6 dernières années, l'étude Beat Tuberculosis, menée en Afrique du Sud auprès d'enfants et de femmes enceintes, a révélé un nouveau traitement oral prometteur qui pourrait marquer une avancée significative dans la lutte contre la tuberculose résistante aux médicaments. Reportage Zahir Kassim, récit Thierry Kaori. Ces pilules font partie d'un essai de médicaments en Afrique du Sud qui pourrait contribuer à révolutionner le traitement sur la tuberculose. Un nouveau traitement a permis de guérir 85 à 90% des patients atteints de tuberculose résistante aux médicaments contre 50% avec les traitements précédents. De plus, le traitement a fonctionné pour 2 groupes clés souvent exclus de la recherche sur le traitement de la tuberculose. Nous avons trouvé un traitement sûr et efficace pour les femmes enceintes et les enfants, mais nous avons aussi réveillé le terrain en disant qu'il fallait faire quelque chose. Les femmes, les enfants et les hommes qui ont participé à l'étude sur la tuberculose ont tous reçu le même traitement. C'est un changement par rapport au traitement précédent, même si la tuberculose touche très souvent des familles entières. Les explications du docteur Conradi. Le père reçoit un traitement facile à suivre, la mère un traitement plus compliqué parce qu'elle est enceinte et l'enfant un traitement encore plus compliqué. Le père est guéri au bout de 6 mois, la mère au bout de 8 ou 9 mois. Nous attendons 18 mois pour savoir si l'enfant est guéri. C'est vraiment un malheureux concours de circonstances. L'étude a permis de raccourcir le traitement à 6 mois pour tout le monde, et ce, sans les effets secondaires graves des traitements précédents. Le docteur Pauline Howell a supervisé l'étude. Elle affirme que le nouveau régime est soutenu par l'Organisation mondiale de la santé. Cela signifie essentiellement que les pays peuvent suivre les recommandations du régime et les appliquer, ce qui est remarquable car plus nous donnons d'options aux pays, plus nous pouvons ensuite les transmettre aux patients qui ont besoin d'un traitement. Leslie Marbury est directrice de la mission Afrique centrale de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Selon elle, des avancées telles que ce nouveau traitement pourraient ouvrir la voie à un monde débarrassé de la tuberculose ou du moins touché par cette maladie. En venant de pays à forte charge de morbidité comme l'Afrique du Sud, qui sont motivés, je suis persuadée que nous pouvons mettre fin à la tuberculose en tant que problème de santé mondiale. La tuberculose fait plus d'1 million de victimes chaque année, mais les experts affirment qu'un dépistage précoce, des schémas thérapeutiques simplifiés et un meilleur accès aux médicaments vitaux permettraient de réduire considérablement le nombre de décès.
C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, les percées dans le monde médical et aussi des conseils pour votre bien-être, restez connectés sur voaafrique.com. Vous pouvez me suivre sur X @lenormdou. En attendant de se revoir la prochaine fois, je vous souhaite de rester en bonne santé. À bientôt.